Nous allons échanger sur un livre passionnant qui s'appelle L'argent et les vieux, qui a été écrit avec un collectif, La Vie Vieille, qui est une association, et coordonné par Véronique Fournier, qui est notre invitée. Bonjour Véronique. Bonjour. Peut-être vous présenter, parce que c'est intéressant quand même votre parcours, et après on va parler de ce livre passionnant qui aborde l'ensemble des sujets sur l'argent des vieux, le financement des dépendances, et puis il y a des propositions pour financer le grand âge et la dépendance. Me présenter, oh là là, ça c'est compliqué. À nos grands âges maintenant, on a quand même des vies qui sont assez longues, donc je ne sais pas bien par quoi commencer. Juste peut-être dire que je suis médecin, parce que ça me constitue quand même pas mal, et que après, ou en même temps que d'avoir été cardiologue hospitalière à l'hôpital Cochin à Paris, j'ai créé en 2002 le Centre d'éthique clinique de l'assistance publique qui consiste à proposer une aide à la décision médicale quand elle est bloquée pour une question éthique et que les uns, les soignants et les autres, le patient ou ses proches, ne sont pas d'accord sur la décision à prendre. Je pense que c'est le travail que nous avons fait collectivement et de façon multidisciplinaire sur ce thème qui m'a petit à petit fait m'intéresser plus particulièrement à la question de la grande vieillesse. Au fond, la question sur laquelle on était beaucoup sollicité au centre d'éthique clinique, avec d'autres bien sûr, mais particulièrement, c'était quelle médecine pour quelle vieillesse? Faut-il traiter les personnes vieilles de la même façon que les personnes jeunes à pathologie égale? Est-ce que c'était euh, discriminatoire de ne pas le faire, inéthique, ou au contraire, est-ce que c'était inéthique de ne pas prendre en considération la variable âge et de traiter le cancer du sein d'une dame de 95 ans comme si elle avait 50 ans, alors qu'on sait que ce sont des traitements hyper agressifs et voilà, et que la question de la balance entre la qualité de vie et la quantité de vie ne se pose peut-être pas de la même façon à 50 ans et à 95 ans. Donc, toutes ces questions qui nous sont parvenues au fil du temps m'ont conduit, quand j'ai pris ma retraite, à me demander si je pouvais pas continuer de réfléchir sur ces questions-là. Surtout que, chemin faisant, au Centre d'éthique clinique, nous avions compris, à plusieurs qui travaillions là-dessus, que la vieillesse n'est pas vraiment un sujet médical et que la société a trop tendance, quand elle ne sait pas bien comment traiter un sujet, à le renvoyer sur la médecine. Et la médecine n'a pas plus de légitimité que d'autres à réfléchir à des questions sociales ou sociétales de ce type. Comment on doit traiter la mort, ce n'est pas qu'un sujet médical. Comment on doit accompagner les personnes porteuses de handicap, ce n'est pas qu'un sujet médical. Et comment nous devons traiter de la vieillesse n'est pas un sujet médical, c'est un sujet beaucoup plus qui concerne l'ensemble de la société. Voilà, c'est pour ça que en 2020, quand je me suis arrêté de l'hôpital public, je me suis dit que ça m'intéresserait de continuer de réfléchir sur le vieillissement et sur la vieillesse. Et c'est comme ça que j'ai créé cette association qui s'appelle La Vie Vieille, petite association très multidisciplinaire pour travailler comme on l'avait fait au centre d'éthique clinique, euh, pour s'intéresser à un sujet particulier qui est la vieillesse. Comment vieillit-on dans notre pays? Et je crois que nous sommes un certain nombre à penser que nous n'avons pas envie de continuer de vieillir comme on nous propose de vieillir dans ce pays, c'est-à-dire de façon très protectrice, prise en charge et passive, c'est-à-dire qu'on nous considère souvent comme des personnes vulnérables ayant besoin de protection et on décide à leur place de ce qui est bon pour elles. Et notamment, on confie cette décision à des experts comme des médecins. Mais finalement, est-ce que les médecins sont les mieux placés pour savoir comment nous avons envie de vieillir? Pas forcément. Et les médecins, comme normalement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de nous garder dans la meilleure santé possible, avec une conception de la meilleure santé qui n'est pas forcément la conception qu'ont les vieux de leur meilleure santé. Voilà, en très gros, et j'ai passé sous silence tout l'investissement que j'ai fait pendant des années aussi sur la question du mourir. Mais je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors justement, le sujet, pourquoi avoir pris le sujet de l'argent et les vieux? Alors parce que ce qui nous intéresse à la vie vieille, c'est de nous comporter comme des vieux responsables.
Et si nous disons nous voulons réfléchir à comment vieillir et comment nous voulons que la société nous accompagne à vieillir, il nous semble qu'il faut nous confronter aux sujets qui fâchent. Et un des sujets qui fâchent depuis quelques années, c'est le coût des vieux dans la société. Au moment du Covid, on a beaucoup dit qu'on avait préservé les vieux aux dépens de la jeunesse. Et on a commencé à entendre qu'il y en avait marre de faire aussi attention aux vieux aux dépens de la jeunesse. Et que finalement, la génération vieille était une génération pour laquelle la société s'était déjà beaucoup euh, préoccupée, alors que c'était des personnes qui, tout au long de leur vie, avaient eu beaucoup de chance finalement. Et donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce que c'est que cette tension intergénérationnelle qui est en train d'apparaître entre les vieux et les jeunes, sur le plan économique notamment, et qu'est-ce que nous en pensons, nous? Est-ce que nous devons nous préoccuper de cette tension intergénérationnelle? Et qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Et finalement, l'argent, c'est certes un sujet dont on n'aime pas beaucoup parler publiquement, mais c'est un sujet qu'il est responsable d'affronter. Et nous voulions, nous, comprendre où est-ce que nous en étions sur ces sujets de euh, comment nous devons participer, continuer de participer dans la société à l'effort économique collectif. Avant d'aborder le fond du sujet, peut-être expliquer comment a été écrit le livre, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interviews de personnes d'horizons diverses, et ça apporte une richesse qui est très, très intéressante, pour arriver ensuite à des recommandations dans le dernier chapitre. Alors, les éditeurs, vous savez, n'aiment pas beaucoup les livres collectifs. Ils disent que c'est difficile à lire et que leurs lecteurs préfèrent une écriture unique au travers de tout le livre. Donc, c'est ce principe que nous avons adopté à la vie vieille. Donc, nous essayons de travailler sur un sujet de fond qui concerne la vieillesse chaque année. Et nous avons déjà sorti quelques ouvrages que je vais citer. Et ensuite de ça, nous invitons un certain nombre d'intervenants à réfléchir avec nous sur ce thème au cours d'un séminaire de 3 jours. Et ensuite, nous essayons de voir s'il n'y a pas un livre qui peut être fait à partir de ce qui s'est dit dans ce séminaire. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons et ce livre, nous le confions à l'un d'entre nous ou deux d'entre nous qui le portent et qui, pour l'écrire, retourne vers les personnes qui ont participé au séminaire, soit pour les réinterviewer, soit pour leur demander d'approfondir un point qui n'a pas été suffisamment évoqué. Et ensuite de ça, l'auteur soit reprend complètement sous sa plume les différentes choses qui ont été dites, soit le fait sous forme d'interview, c'est comme on veut. Alors, en 2022, nous avions sorti un livre qui s'appelle Qui est vieux ici, qui était le premier livre de la collection. Et ce livre consistait à poser sur la table l'idée selon laquelle, si on ne s'assume pas vieux, alors il y a peu de chances que la politique de la vieillesse évolue en France. Si le vieux, c'est toujours l'autre et c'est jamais soi, alors comment peut-on revendiquer une meilleure politique de la vieillesse? Et donc l'idée de ce livre, c'était de dire, assumons-nous vieux à partir du moment où la société nous dit vieux. Et pour nous, la société nous dit vieux le jour, en gros, où elle nous met à la retraite. Alors que nous estimons que même après, nous pouvons continuer d'être des ressources importantes pour la société et que nous voulons l'être et que nous voulons continuer de participer à être des citoyens et des personnes ressources actives pour l'ensemble de nos concitoyens. Ça, c'était le premier. Le Mais, deuxième qui est sorti, c'est l'argent et les vieux. Mais au fond, nous avons travaillé sur un autre sujet dans l'intervalle qui s'appelle le corps vieux. L'idée, c'est de aussi se préoccuper de savoir qu'est-ce que ça fait dans notre corps de vieillir. Et finalement, l'une des idées, c'est de dire que les gens qui sont jeunes ne se rendent pas compte de ce que vieillir veut dire ni sur le plan physique, qui est qu'est-ce qui se passe dans notre propre corps quand nous vieillissons? Est-ce que c'est supportable, pas supportable? Comment le vivons-nous? Comment la société nous renvoie un regard sur ce corps vieillissant? Et quel effet ça fait aux gens qui doivent nous aider dans la prise en charge de notre corps vieillissant au quotidien que de
se préoccuper et de travailler sur ces corps? Est-ce que euh, nous sommes poussés à faire de la chirurgie esthétique pour cause de vieillissement? Qui va à la chirurgie esthétique et pourquoi faire? Toutes sortes de questions de cet ordre qui étaient très intéressantes aussi à travailler et qui ont fait l'objet d'un livre qui va ressortir en juin prochain qui s'appelle Le corps vieux. Voilà. Et le prochain sujet du prochain séminaire, c'est le temps des vieux. Comment, comment les vieux se modifient dans leur rapport au temps avec l'âge. Le temps s'éternise-t-il? Est-ce qu'au contraire, il devient urgent à remplir? Est-ce que il pense beaucoup qu'il est temps de mourir? Est-ce que c'est un temps, au contraire, où on s'approfondit soi-même et où on donne un autre sens à l'existence? Toutes ces questions qui tournent autour du temps. Nous espérons qu'il en sortira un livre, nous ne le savons pas encore. Sur le livre qui nous concerne, L'argent et les vieux, sans tout dévoiler, en fait, le principal message à retenir, ce serait quoi, en fait? Un des principaux messages. Alors, ce qui m'importe peut-être le plus, c'est d'expliquer que dans ce livre, nous ne voulons pas être des experts du sujet. C'est pour ça que du reste, nous avons euh, des entretiens avec beaucoup d'autres personnes qui chacun ont une part de l'expertise. L'idée avec la vie vieille, c'est de penser que les vieux sont peut-être des experts de leur vieillesse eux-mêmes et que pour être des experts de leur vieillesse, ils ont besoin de travailler et de s'intéresser à des sujets qui sont importants quand ils deviennent vieux. Et voilà, donc le message principal, c'est de dire que ce livre, il tourne autour de la question de quelle question ça pose l'argent pour les vieux avec le temps. Et on a essayé de poser des questions ordinaires que tout le monde peut se poser et d'aller chercher les réponses là où elles existent aujourd'hui. Donc ce n'est pas un bouquin d'experts, c'est un bouquin qui tourne autour de la question. Par exemple, on s'intéresse à savoir comment les personnes vieilles aujourd'hui arrivent à payer leur EHPAD, lesquelles y arrivent, lesquelles n'y arrivent pas et pourquoi, combien ça coûte précisément. On essaye de s'intéresser aux perspectives aussi des gens qui viennent aider à domicile les personnes vieilles lorsqu'elles ont besoin d'aide parce qu'elles ont perdu en autonomie pas mal. C'est quoi ce continent des personnes qui aident, euh, qui sont des aides à la personne à domicile? Est-ce qu'elles sont contentes de leur métier, contentes de ce qu'elles gagnent? Est-ce qu'elles demandent des formations complémentaires? On dit beaucoup qu'il faut les valoriser, mais comment les valoriser exactement? Et qui sont-elles? Ou bien on s'intéresse aussi à qui sont encore les vieux, les vieux pauvres aujourd'hui? Parce qu'on dit beaucoup dans ce bouquin, et c'est une des questions qu'on se posait, est-ce que c'est vrai que les vieux d'aujourd'hui sont riches? Probablement qu'ils le sont plus et qu'ils ont eu beaucoup plus de chance au cours de leur vie que d'autres générations. C'est incontestable. Mais il reste plus d'un million de Français vieux pauvres aujourd'hui en France. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils plus pauvres que les autres? Et comment s'en sortent-ils? Et comment se fait-il que même les vieux à peu près riches aient tant de mal, au moment de leur grande vieillesse, quand ils deviennent un peu dépendants, à se financer l'aide dont ils ont besoin au quotidien? Euh, Comment est fabriqué le système qui apporte cette aide? Quel est ce système? Et pourquoi est-ce que il est si improductif, pourrait-on dire, si mal foutu par rapport aux besoins qu'il devrait couvrir? Voilà, ce sont toutes ces questions autour desquelles on tourne et pas d'une seule question unique. Un des messages, si j'ai bien compris, c'est que l'idée, c'est que ce soit les retraités qui financent une première partie de leur dépendance via un système d'assurance, par exemple, entre autres, mais il n'y a pas que cela. Est-ce que les idées qui sont émises à la fin du livre font consensuel au sein de l'association La Vie Vieille? Est-ce qu'il y a eu un consensus ou est-ce que, par exemple, si on dit, voilà, c'est les retraités qui doivent financer leur dépendance, bon, j'exagère un peu, c'est pas vraiment exact ce que vous avez dit, est-ce que ça fait consensus, au moins dans l'association? Alors, dans l'association, oui, parce que nous ne sommes pas très, très nombreux, nous sommes 25, 30 et que nous travaillons ensemble depuis assez longtemps. Et probablement que nous attirons des gens qui réfléchissent à peu près comme nous. Donc, j'aurais tendance à vous dire que oui, nous avons ce consensus à l'intérieur de l'association, mais qu'elle n'est pas représentative de l'ensemble des personnes vieilles. Ceci dit, je discutais il y a 3 jours avec des jeunes entrepreneurs que vous connaissez peut-être, qui ont créé une association
ou une société plutôt qui s'appelle À l'envie et Oui. qui, eux, sont des quadragénaires. Mm. Et ils ont le même constat que nous, c'est-à-dire ils disent il y a absolument zéro chance que la société mette plus d'argent sur le secteur de la vieillesse dans les années qui viennent, compte tenu de la situation économique nationale et internationale et des priorités qui sont devant nous. On peut toujours attendre, mais le constat sur lequel nous sommes partis, nous, à la vie vieille, et au CNAV, au Conseil national autoproclamé de la vieillesse, que si nous n'avons pas de loi grand âge, c'est parce qu'à la clé, il faut mettre de l'argent sur la table et que la société n'est pas prête aujourd'hui à mettre beaucoup d'argent sur la table à nouveau pour réfléchir à une autre politique de la vieillesse et prendre en charge mieux la grande dépendance. Ce constat, nous ne sommes pas les seuls à les faire. Donc il faut bien trouver des solutions. Et les solutions que propose, enfin sur lesquelles travaille à l'envie, je ne voudrais pas les dévoiler parce que ce n'est pas mon métier, mais sont les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire la solidarité intragénérationnelle et la société civile et non pas les impôts et l'État. Oui, la société intragénérationnelle, c'est en fait les retraités ou les vieux, parce qu'effectivement, il y a quand même des vieux qui sont très peu aisés, en fait, même limite très pauvres, et statistiquement, en plus, ceux qui sont statistiquement les plus à risque de devenir dépendants et plus Dépendant, longtemps. exactement. Et donc, en fait, c'est une solidarité entre retraités pour le risque, en fait, le facteur risque de devenir dépendant, plus aider les moins aisés. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Parce que nous savons que il y en a pas beaucoup, heureusement, qui deviendront grandement dépendants parmi les très vieux, hein. Aujourd'hui, on dit que c'est quelques pourcents, Ouais, 10% ouais. maximum. Alors que lorsque on est soi-même atteint par une très grande dépendance, c'est extrêmement lourd financièrement. Et donc, comme vous le disiez à l'instant, si justement vous êtes parmi les plus pauvres, eh bien, il y a peu de chances que vous arriviez à obtenir l'aide dont vous avez totalement besoin, compte tenu de l'organisation aujourd'hui du financement de la grande dépendance dans ce pays. Alors, vous parlez des retraités. Oui, l'idée, c'est en gros de mutualiser sur une génération, enfin sur 100% des retraités, euh, le financement de la très grande dépendance qui va toucher 10% d'entre nous. Alors après, faut-il faire partir cette solidarité à partir de l'âge de la retraite? Ou faut-il la faire partir plus tôt, comme chez les Japonais qui cotisent à partir de 40 ans, par exemple, pour la grande dépendance, ou plutôt pour la grande perte d'autonomie, parce que les Japonais ne parlent pas de dépendance, mais ils parlent de perte d'autonomie. Bon, ça se discute et ça se comptabilise. Ça dépendra de l'argent que ça va coûter et du nombre de personnes qui sont possiblement contribuables. Il y a une question qui me vient. Vous essayez en fait effectivement dans l'association de réunir des vieux qui réfléchissent pour les vieux en fait, les avis des vieux. Est-ce que vous voyez différence entre ce que vous voulez et ce que les experts qui parlent au nom des vieux expriment? Alors, bon, à vrai dire, nous, ça nous intéresse, par exemple, vous voyez dans le livre, on a entendu André Masson, qui est un expert sur ces questions-là, ou Étienne Cagnard, qui est un expert fiscaliste aussi sur ces questions-là. Donc, chacun voit midi à sa porte, évidemment. C'est-à-dire qu'André Masson, qui a beaucoup travaillé sur l'héritage, pense que l'héritage est probablement une des sources possibles de financement de ces affaires-là. Et à l'inverse, Étienne Cagnard, qui est plutôt un fiscaliste, pense que c'est plutôt sur l'impôt qu'il faudrait agir. Donc ça, nous, on n'est pas spécialistes. Et ce qui nous intéresse, c'est de montrer que l'un et l'autre ont des pistes. Mais ce qui, je pense, est important, c'est de montrer que eh bien, les vieux peuvent être sensibles à ce genre d'arguments, même s'ils peuvent avoir les uns ou les autres, et peut-être du fait de chacun leur situation financière, un a priori sur si ça doit venir plutôt de l'héritage ou plutôt de l'impôt ou plutôt d'une assurance obligatoire du type de celle qu'on propose en fin de course. Donc, il y avait un consensus pour penser qu'on est tous intéressés à réfléchir à la question. Il n'y a pas forcément un consensus sur le point d'arrivée entre les experts d'un côté et, par exemple, je ne sais pas si André Masson trouverait que notre proposition, euh, qui est plutôt de mettre en place un système d'assurance obligatoire comme sur l'assurance automobile, est véritablement ce qu'il aurait préféré lui. Peut-être qu'il aurait préféré que la dépendance soit financée par l'héritage. Mais d'une manière générale, quand vous voyez à la télévision des experts, des sociologues ou autres, en fait, qui vont vous dire
l'intergénérationnel est important, les seniors sont aisés, les seniors ne sont pas connectés. Après, l'autre à côté il nous dit, les seniors sont connectés. Vous le prenez comment? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est comme vous avez une idée quand même c'est des vieux qui parlent d'eux-mêmes, d'accord? Quand vous voyez ces discours qui sont généralement généralisés, en fait, ou des généralisations, comment est-ce que vous le prenez? Bah, écoutez, on le prend assez modestement pour l'instant D'accord. parce que c'est difficile de parler pour tous les vieux. C'est pas parce qu'on est vieux soi-même qu'on pense comme tous les vieux. Ce que j'essayais de vous dire à l'instant, ça dépend de notre situation à chacun. Par exemple, au CNAV, où nous essayons de justement faire parler pas que nous, mais tous les autres vieux et d'essayer de se constituer en lobby, eh bien, nous nous heurtons à cette question que vous me posez qui est, c'est quoi notre consensus? Est-ce que nous pouvons parler d'une voix unique au nom des vieux? Et, et non, nous nous engueulons beaucoup sur ces sujets-là. Et notamment sur l'argent, il y en a qui considèrent qu'on ne peut pas dire, il ne faut pas que le CNAV dise que les vieux sont riches. Et nous, nous pensons que les gens du CNAV sont probablement pas forcément parmi les plus pauvres des vieux. Et que donc, vous voyez, il y a forcément du débat entre nous aussi sur tous ces sujets-là. On a beaucoup travaillé aussi sur le sujet de la fin de vie. Eh bien, maintenant, nous sommes 4500 au CNAV sur l'ensemble du territoire. Et nous ne pensons pas tous la même chose sur la fin de vie. Alors que les gens qui se sont mobilisés sur ce sujet de la fin de vie au sein du CNAV sont plutôt porteurs de l'idée selon laquelle il faudrait que la loi évolue et que l'aide active à mourir existe. Et il y a un certain nombre de nos membres qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc forcément, plus vous créez un lobby, euh, et avec des membres importants, une participation importante, plus c'est compliqué d'arriver à un consensus. Vous dirigez également chez Michelin une collection, Le Temps des Vieux. Pourquoi en fait une collection spécifique sur ce sujet? Et autre question qui m'intéresse, c'est euh, quel sujet vous voudriez voir qu'on vous propose en fait, que des auteurs vous proposent dans cette collection? Alors écoutez, si cette collection existe, c'est parce que justement il nous semble que la vieillesse est un vrai sujet de société qui reste à explorer et à travailler dans les années à venir et que beaucoup de gens ont envie de réfléchir et de participer à la réflexion collective sur ces sujets. Finalement, le livre, ce n'est pas le seul moyen de faire partager la réflexion, mais c'est un moyen quand même qui est assez efficace. Et donc, l'idée de cette collection est née comme ça. Alors, oui, nous sommes prêts à accueillir toutes sortes de contributions, pas tellement sous forme de témoignages de qu'est-ce que c'est que ma vie vieille, mais plutôt d'essais sur le mode de propositions politiques ou sociétales pour faire autrement qu'aujourd'hui en matière de prise en charge ou de réflexion sur la vieillesse. Donc c'est ça l'idée. Et bah, il y a déjà pas mal de sujets qui m'ont été proposés par les uns et les autres, puisque maintenant ça fait quand même quelques années que je travaille euh, sur ce sujet. On commence à avoir un petit réseau. Et par exemple, il y a un livre aussi qui va probablement sortir dans cette collection à l'automne sur les nouveaux rites funéraires D'accord. et l'idée selon lesquelles aujourd'hui, beaucoup de gens dans la société se préoccupent de savoir comment réinventer les rites funéraires, euh, alors que peut-être ils ont moins envie que ce soit avec la religion. Et comment aussi les nouvelles façons de mourir font que ça réactive la réflexion sur les nouveaux rites funéraires. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que ce livre va être assez passionnant. Il y a aussi probablement un projet d'une, d'un dictionnaire un peu, d'un dictionnaire philosophique autour de la vieillesse. Quels sont les grands littérateurs ou philosophes qui ont écrit sur la vieillesse et comment on peut, à partir d'une citation, alimenter la réflexion autour de la vieillesse. Ou encore, euh, peut-être une question, un livre sur l'EHPAD qui m'a été proposé et qui pourrait voir le jour dans cette collection aussi. Une conclusion à notre échange ou un point que vous voulez rajouter?
Écoutez l'idée selon laquelle je voudrais bien que ce livre sur l'argent soit l'occasion de débat. Parce que justement, la question que vous posez, les vieux sont-ils prêts à prendre en charge eux-mêmes la mutualisation de, de financement que va coûter la grande dépendance dans les années qui viennent, m'apparaît crucial pour améliorer la façon dont aujourd'hui cette grande dépendance est effectivement prise en charge. Et si on pouvait faire en sorte que le débat existe et qu'on voit si cette proposition peut recueillir euh, un certain consensus, ou en tout cas une modification des politiques dans ce sens, je pense que nous n'aurions pas perdu notre temps. Merci Véronique Fourier. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du livre L'argent et les vieux. Vous pouvez trouver sous cette vidéo le lien pour découvrir le livre et le commander. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.